Bienvenue sur les légendes de Monsieur Lee. Je m'appelle Sébastien Lee et aujourd'hui je vous emmène sur les pas de Pénélope, une femme de silence et de pensée, souvent oubliée derrière le nom d'Ulysse, mais dont la patience, la ruse, la force intérieure méritent à elle seule un récit. Si vous aimez les histoires racontées avec lenteur, profondeur, un peu de poésie et beaucoup d'âme, pensez à vous abonner, à liker, commenter ou partager cette vidéo. Chaque geste compte énormément pour faire vivre cette chaîne. On approche doucement des 1000 abonnés et cela nous permettra bientôt de retirer la publicité pour garder intacte cette bulle de calme et de beauté. Merci à toutes et tous, aux fidèles qui m'écoutent chaque semaine et aux nouvelles et nouveaux qui poussent la porte aujourd'hui. Installez-vous confortablement, l'histoire commence. En route. Quand les derniers rameurs ont disparu au creux de l'horizon, Pénélope n'a pas crié. Elle est restée droite, immobile, comme la colonne centrale du palais. Le vent soufflait encore sur les cyprès, mais son cœur, lui, s'était figé. Il ne battait plus à l'heure des hommes. Il s'était décalé, doucement, vers une autre temporalité, une plus vaste, plus profonde, celle de l'attente. Les jours ont passé, puis les saisons. Les servantes, d'abord inquiètes, ont peu à peu cessé de scruter ses gestes. Pénélope ne parlait pas de son chagrin, elle le rangeait avec soin à l'intérieur, là où personne ne pouvait le troubler, car il n'était pas fait de larmes ni de plaintes, mais d'un silence lourd, dense, qui enveloppait tout. Le peuple d'Ithaque murmurait: La reine espère. Mais Pénélope, elle, savait que l'espoir n'est pas un refuge, c'est un travail. Il faut, chaque matin, réajuster le cœur, comme on remet en place une poutre dans une maison que le sel ronge. Et elle s'appliquait à ce travail avec la précision d'une prêtresse. L'absence d'Ulysse n'était pas un vide, c'était une présence inversée, un poids sans forme, un visage sans traits. Et dans ce creux, Pénélope commençait lentement à penser, non pas à son mari, ni même à son retour, mais à cette étrange matière qu'est le temps lorsqu'il n'est plus occupé par l'action. Que reste-t-il de nous quand tout ce que nous aimons s'est retiré dans le lointain? Que devient le désir lorsqu'il n'a plus d'objet? Ainsi commença dans le silence d'Ithaque le grand tissage invisible de Pénélope, non celui du linceul de Laërte, mais celui d'une pensée, longue, fine, tenace, où chaque jour elle posait une maille de lucidité. Les prêtres venaient parfois jusqu'à elle, le visage grave et la voix pleine d'oracles. Ils parlaient de signes dans le ciel, de mouettes qu'ils volaient à l'envers, de trépieds qui vacillaient sous les offrandes. Ils promettaient, prophétisaient, conjuraient,
Mais Pénélope les écoutait avec une douceur polie qu'elle réservait aux illusions des autres. Elle ne croyait plus aux paroles qui s'élèvent vers les cieux, mais à celles modestes qui descendent dans les mains, car ces mains, elles, ne mentaient jamais. Chaque matin, avant l'aube, elle déroulait le fil. Elle s'asseyait devant le métier à tisser, là où la lumière n'arrivait qu'en biais, et elle reprenait l'ouvrage, là où elle l'avait laissé la veille. C'était un linceul, disait-elle, pour Laërte le vieux roi, mais en vérité c'était bien plus, une carte intérieure, un chemin sans bruit, une prière d'une autre sorte. Le fil entre ses doigts, c'était ce qu'elle avait de plus stable. Un fil ne promet rien, il n'éblouit pas, il ne trahit pas, il se laisse guider, patient, honnête. Elle lui faisait confiance comme un compagnon de silence, et tandis que les devins scrutaient les entrailles des bêtes, Pénélope lisait dans les nœuds du tissu les signes du jour. Une irrégularité, un oubli, un fil trop tendu, chaque détail racontait une émotion cachée, une fatigue masquée. Un tissage était un miroir. Il disait ce que son visage ne trahissait pas. Elle pensait parfois aux dieux, mais pas comme d'autres les invoquaient. Pour elle, les dieux étaient des forces impersonnelles, des vents capricieux, des puissances d'ombre et de lumière qui traversaient les âmes sans s'expliquer. Elle ne les suppliait pas, elle les laissait passer. Sa foi allait ailleurs. Elle croyait aux gestes répétés, à la ténacité humble, à la lente beauté des choses qui prennent parfois forme à force d'attention. Le fil, ce fil si mince, résistait au siècle mieux que les palais et les serments. Elle se disait: ce que mes mains font, elles seules peuvent le défaire, et ce que je déferai cette nuit, nul ne le saura. Et dans ce secret ténébreux, Pénélope devenait invincible. La nuit descendait lentement sur Ithaque, comme un manteau lourd et feutré. Les torches s'éteignaient une à une dans le palais, les rires des prétendants se perdaient dans l'écho des couloirs vides, et le silence devenait roi. C'est alors que tout se taisait, que Pénélope commençait son œuvre secrète. Elle s'approchait du métier à tisser avec la légèreté du nombre. Sous ses doigts, les fils tressés durant le jour reprenaient leur fragilité d'avant. Elle déliait les mailles une à une, sans hâte, sans remords. Ce qu'elle avait construit, elle le défaisait, non par folie, mais par sagesse. Chaque nuit, elle remontait le temps à l'envers, comme on rembobine un rêve. Et dans ce geste simple, défaire ce que l'on fait, résidait une force immense, celle de suspendre le verdict du monde.
car tant que le linceul n'était pas achevé, elle n'était à personne. Tant que le tissu restait inachevé, elle restait libre. Ce n'était pas une ruse au sens ordinaire, c'était une philosophie de la résistance lente. Chaque nœud défait était un acte de pensée. Chaque fil relâché était une parole tue mais essentielle. Elle tissait le jour pour rassurer les regards, mais la nuit, elle détissait pour se rappeler à elle-même. Elle disait: le monde aime les actes qui avancent, les conquêtes, les cris, mais moi, je recule en silence. Et dans ce recul, je gagne du temps. Elle gagnait du temps, oui, pas seulement pour elle, pour Télémaque, pour Ulysse peut-être, mais surtout pour la vérité. Car si elle avait cédé, si elle avait terminé ce tissu, alors l'oubli aurait eu le dernier mot. Elle aurait été remariée, dissoute dans un autre destin. Et cette fidélité qu'on lui prêtait, cette fidélité qu'elle avait choisie, aurait été enterrée sous les convenances. Alors elle défaisait, chaque nuit, comme on retire du monde, doucement, les illusions qu'on nous impose. Le tissu devenait son secret, son miroir, sa promesse à elle-même. Nul ne la félicitait, nul ne la voyait, mais elle savait que le courage prend parfois la forme de la répétition et que certaines victoires ne s'écrivent que dans le silence. Ils sont là, chaque jour, dans la grande salle aux colonnes, comme des vautours parfumés, drapés d'ambition et d'or. Ils parlent fort, boivent à pleine coupe, s'arrachent les viandes les plus grasses et rient de leur propre puissance. Chacun veut être roi, chacun veut être celui qui fera plier Pénélope. Mais elle les regarde sans ciller, elle ne dit mot, elle se tient droite parmi le tumulte, enveloppée dans la discrétion de ses gestes. Elle verse le vin avec lenteur, répond avec mesure, évite les affronts avec grâce. À ceux qui la provoquent, elle offre un silence poli. À ceux qui la flattent, un regard lointain. Elle est là sans y être, présente sans se livrer, une statue qui pense. Car dans cette farce bruyante, elle voit clair, elle lit les failles sous les apparats, les faiblesses sous les bravades. Elle observe les alliances glissantes, les regards jaloux, les colères mal contenues. Elle sait que le pouvoir véritable ne crie pas, il attend. Ces hommes veulent la posséder comme on hérite d'un trône, sans amour, sans écoute, sans patience. Ils parlent d'honneur, mais c'est leur fin qu'ils honorent. Et à cette fin, ils n'opposent ni force ni révolte. Elle leur oppose le temps, l'usure, l'érosion douce mais certaine. Elle se dit: le monde est souvent conquis par le bruit, mais ce n'est pas le bruit qui dure, c'est la forme qu'on donne au silence. Alors elle regarde,
Et dans ce regard, elle façonne un espace où leurs pouvoirs font doucement, comme cire sous la flamme. Elle sait que leur impétuosité les trahira mieux qu'aucune riposte, car ceux qui veulent tout trop vite oublient de voir ce qui se défait lentement. Elle attend leur chute comme on attend la maturation d'un fruit. Ce n'est pas la colère qui la guide, mais la lucidité. Une lucidité qui n'humilie pas, mais qui éclaire. Elle voit en eux les enfants des dieux, ivres de pouvoir, ignorants du réel. Et elle, simple mortelle, devient gardienne de l'équilibre. Non par combat, mais par regard, non par force, mais par discernement, non pour vaincre, mais pour traverser sans se perdre. Les servantes s'étonnent parfois, jamais elles ne l'ont vue craquer, ni sangloter en cachette, ni crier contre les murs, ni laisser sa douleur éclater. Pourtant elles savent, ou croient savoir, ce que c'est d'attendre un homme, un père, un fils, et craindre qu'il ne revienne jamais. Mais Pénélope n'est pas de ce registre-là. Elle n'a pas choisi les larmes, elle a choisi de penser. Et dans la solitude des galeries, ou dans la chambre vide, où l'empreinte d'Ulysse demeure, comme une absence sculptée, elle réfléchit, non pour se consoler, mais pour ne pas céder, car elle sent que ce qui menace n'est pas seulement la douleur, mais l'oubli, l'érosion lente du temps, l'engloutissement de ce qui fut. Alors elle médite, elle questionne intérieurement le fil du monde. Qu'est-ce qu'un serment quand les dieux se taisent? Qu'est-ce qu'un amour lorsqu'il est sans écho? Qu'est-ce que la fidélité, sinon un acte renouvelé chaque jour, sans témoin et sans garantie? Ce n'est pas qu'elle soit insensible, au contraire, elle sent tout, chaque silence qui s'étire, chaque regard qui doute, chaque vent qui ne ramène pas la voile attendue. Mais elle a décidé que ses émotions ne seraient pas le centre, seulement la matière. Et cette matière, elle la transforme, elle la polit, comme on taille une pierre intérieure. Car penser, pour elle, c'est résister, c'est se dire je ne serai pas défini par ce que j'ai perdu, mais par ce que je maintiens en vie. Et dans cet effort invisible, elle devient philosophe. Elle ne le dit pas ainsi, bien sûr. Les femmes de son époque n'ont pas le droit aux écoles, aux débats dans les portiques, aux toges blanches, mais son intelligence travaille plus profondément dans le corps, dans les gestes, dans le silence habité. Elle est seule, mais elle ne se sent pas vide. Elle est triste, mais elle ne veut pas se réduire à la tristesse. Elle n'attend pas pour être sauvée. Elle attend parce qu'elle est choisie, parce qu'elle l'a choisi. Et ce choix-là, qu'aucun Dieu ne lui a dicté, devient sa puissance secrète. Pénélope ne pleure pas, et elle façonne sa pensée comme on façonne un royaume invisible. Au fil des années, les murs du palais d'Ithaque ont changé de texture.
Ce ne sont plus des pierres protectrices, mais des parois d'échos et de tensions. La salle du trône, jadis lieu de justice et d'écoute, est devenue théâtre de joutes verbales, de rires gras, de conflits déguisés. Les prétendants y paradent comme des coqs dans une cour, chacun rêvant de se faire roi par la simple usure du temps. Et au milieu de cette arène domestique, Pénélope traverse les jours avec la lenteur d'un souffle ancien. Elle ne fait pas de bruit, ses pas sont mesurés, souples, presque invisibles. Elle glisse entre les hommes comme une brume persistante, sans s'évaporer, sans se heurter. Et pourtant, elle est là, partout, présente dans les silences gênés, dans les regards qui s'égarent, dans les mots qui hésitent. Car si elle ne parle pas fort, elle oblige chacun à s'écouter. Chaque détail devient une stratégie. La coupe de vin qu'elle tend sans sourire, la phrase banale qu'elle glisse, le tissu qu'elle tisse lentement devant eux sans jamais le terminer. Elle ne combat pas leurs armes, elle les rend inutiles. Elle n'impose rien, mais elle pèse, comme une vérité qu'on feint d'ignorer mais qui demeure. Elle a compris depuis longtemps que le pouvoir ne réside pas dans la conquête, mais dans la gravité des choses, et elle s'est faite gravité. Le palais est devenu une scène, oui, mais c'est elle qui en tient l'équilibre. Si elle tombait, tout basculerait. Les prétendants ne le savent pas ou ne veulent pas le voir. Ils pensent qu'elle est à prendre, qu'elle faiblira, mais Pénélope n'est pas une reine assise, elle est une marcheuse de l'invisible. Et quand elle traverse la salle, droite, drapée de calme, ils se taisent un peu malgré eux, non par respect, mais par instinct, comme on se tait devant quelque chose que l'on ne comprend pas tout à fait. Ce palais, jadis temple d'ordre, est devenu un champ de tension, mais elle s'y déplace comme un axe secret, non pour dominer, mais pour tenir, tenir la forme, tenir la mémoire, tenir le fil. Les hommes d'Ithaque, et même ceux des îles voisines, ne parlent d'elle qu'avec un mot à la bouche: fidèle. Fidèle à Ulysse, fidèle à la mémoire, fidèle à l'attente. Mais ce mot, qu'il croit noble, la rétrécit, il la fige dans une vertu sans mouvement, une icône d'épouse silencieuse qu'ils admirent autant qu'ils espèrent faire tomber. Fidèle. Le mot sonne comme une cage dorée, une louange offerte à condition qu'elle reste immobile, à condition qu'elle s'efface. Pénélope, pourtant, ne s'y reconnaît pas. Elle sait qu'elle n'est pas fidèle comme on garde un anneau au doigt ou un nom sur la langue. Sa fidélité n'est pas une soumission, ni nostalgie, ni peur. C'est un choix qu'elle renouvelle chaque matin, et ce choix-là, justement, la rend libre. Car elle pourrait céder, elle pourrait sans honte, sans faute, accepter un autre homme, une autre vie. La loi, les coutumes, les conseillers le lui soufflent jour après jour.
Elle pourrait aimer à nouveau, elle pourrait se libérer de cette absence pesante, elle pourrait, mais elle ne veut pas. Ce n'est pas l'image d'Ulysse qui la retient, ce n'est pas une promesse faite aux dieux, c'est une intuition plus vaste. L'amour, le vrai, ne se réduit pas à l'absence ni à la chair. Il est une manière d'habiter le monde, une manière de rester fidèle à soi-même à travers l'autre. Et Ulysse, dans cette fidélité-là, n'est plus un homme. Il est un axe, un point fixe dans le tumulte, une parole qui l'engage, elle, dans sa totalité. Elle pense souvent à la liberté, pas celle des guerriers qui voguent vers la gloire, mais celle des âmes qui se connaissent. Sa fidélité est une liberté intérieure. Elle ne dépend de personne, pas même d'Ulysse. Elle est sa forme de souveraineté, son royaume secret. On l'appelle fidèle, et elle se sent indomptable. Et dans ce paradoxe, elle avance, chaque jour, un peu plus profondément en elle-même. Il y a des soirs où le vent s'engouffre dans les couloirs du palais avec la douceur d'un chant ancien. Des soirs où l'air devient si léger qu'on croirait pouvoir s'y fondre. Et ces soirs-là, Pénélope laisse sa pensée glisser hors des murs, hors d'Ithaque, hors même du nom d'Ulysse. Elle imagine une autre vie, une île lointaine où personne ne la connaît, où elle serait simplement une femme parmi d'autres, tissant non pour se protéger, mais pour le simple plaisir des mains. Elle rêve d'un matin sans attente, sans rumeur, sans regard qui pèse, d'un marché où l'on choisit les figues à la couleur, non à la stratégie, d'une conversation autour du feu avec une vieille femme, un enfant, un pêcheur. Dans ses rêves, elle n'est ni reine ni épouse. Elle est libre, libre d'un autre genre, libre de toute légende. Elle se le dit sans honte. Oui, elle a envie de fuir, par fatigue parfois, par vertige aussi devant la durée, parce qu'attendre, penser et résister, c'est user des forces qu'on ne sait pas toujours recharger. Et que même les plus fortes ont besoin parfois de redevenir faibles, de poser les armes invisibles. Mais elle ne part pas, non par peur du scandale, ni même par attachement, elle reste par force. Elle a compris que la fuite serait pour elle une forme de résignation. Ce n'est pas qu'elle refuse d'être heureuse ailleurs, c'est qu'elle veut aller jusqu'au bout de ce qu'elle a choisi. Elle ne veut pas quitter un combat qu'elle mène avec patience, avec intelligence, avec une fidélité qui dépasse l'homme qu'elle attend. Elle pense: si je partais, je laisserais derrière moi non pas un mari, mais une version de moi-même que j'ai construite pierre après pierre. Et cette version-là, cette femme-là, vaut qu'on tienne, non pour l'exemple ni pour la gloire, mais parce qu'elle est ce qu'il y a de plus juste en elle, une présence tenue, un instant tendu vers un sens. Alors elle reste, chaque jour est une décision, et cette décision
devient sa force la plus pure. Télémaque ne se souvient pas d'Ulysse. Il connaît son nom, son aura, ses exploits, mais non sa voix, ni son rire, ni l'odeur de son manteau. Son père est un récit, non un souvenir. Et ce récit, pourtant glorieux, flotte comme une brume entre lui et l'enfance. Un modèle immense mais absent, une figure de courage sans présence. Alors, sans bruit, un autre modèle s'installe, une autre force, celle qui se lève chaque matin sans se plaindre, celle qui écoute plus qu'elle ne parle, celle qui refuse de céder sans jamais crier, celle qui pense, qui observe, qui résiste sans imposer. Sa mère. Au fil des ans, Télémaque comprend que le courage peut prendre d'autres formes, qu'il n'est pas toujours une épée levée, un navire lancé contre les flots, qu'il peut être un regard tenu, une pensée claire, un choix répété malgré le doute. Il la voit refuser les prétendants avec élégance. Il la voit tisser avec constance, défaire avec rigueur, répondre avec calme à ceux qui la pressent. Et dans ce quotidien tissé d'endurance, il apprend ce qu'aucune école ne lui aurait enseigné, que le pouvoir peut être silencieux et la grandeur discrète. Pénélope ne le forme pas par des leçons, elle l'éduque par sa tenue. Elle ne lui parle pas d'Ulysse comme d'un héros lointain, mais lui montre comment on reste digne en son absence. Elle ne lui promet rien, mais elle se tient, et dans ce tenir-là, il découvre la vraie force. Il se demande parfois s'il sera à la hauteur, non d'Ulysse, mais d'elle. S'il saura un jour penser aussi profondément qu'il saura aimer sans s'enfermer. S'il saura faire face aux hommes sans perdre sa propre lumière. Pénélope, elle, n'attend rien de son fils. Elle lui ouvre un espace, simplement. Elle ne lui dicte pas de route, elle lui offre un exemple, celui d'une présence incarnée, d'une souveraineté sans couronne, d'un amour sans drame. Et peut-être qu'un jour, quand il partira à son tour, ce ne sera pas pour chercher un père, mais pour prolonger une présence, celle d'une femme droite dans la tempête, d'une femme qui, sans le dire, lui a appris à devenir un homme. Ce qui, aux yeux des autres, n'est qu'un travail de femme, un ouvrage domestique, est pour Pénélope un rituel intérieur. Elle tisse chaque jour comme d'autres prient, comme d'autres encore marchent, ou d'autres encore écrivent, pour faire silence en soi et entendre ce que la pensée seule ne sait pas formuler. Assise devant le métier, elle entre dans une forme de présence pure. Ses mains travaillent, mais son esprit s'élève. Ses gestes se répètent, réguliers, presque sacrés. Le fil passe, s'entrelace, s'ordonne. Et dans cette répétition, elle ouvre une forme de paix active, une clarté nue. Le tissage, pour elle,
n'est pas une tâche à accomplir, mais un espace à habiter, une structure dans le chaos, une trame contre l'effondrement, car le monde autour chancelle, les prétendants, les absents, les murmures, les pressions, mais ce fil entre ses doigts est encore à elle, et tant qu'elle le tient, elle tient debout. Elle pense souvent en tissant à la nature du temps. Le temps des hommes est celui de la vitesse, du mouvement, de la conquête. Le sien est lent, intérieur, souterrain. Chaque nœud posé sur la trame est un instant capté, un battement offert au monde. Et parfois elle se dit que c'est cela, la vraie œuvre. Ne pas laisser le temps fuir, mais l'incarner, lui donner forme, le retenir un peu. Il n'y a pas d'illusion dans son geste. Elle sait que ce qu'elle tisse n'est pas éternel. Elle sait qu'elle le défera le soir. Et c'est justement là, dans cette lucidité, que réside sa liberté. Elle crée sans attachement. Elle accomplit un acte qui ne produit rien de visible, mais qui sauve ce qui en elle ne pourrait céder. Tisser, détisser, recommencer, c'est une manière de tenir la mémoire, de dialoguer avec l'absence, de penser sans mots. Chaque fil est une pensée tendue, chaque rangée une ligne silencieuse de sa philosophie. Et dans ce geste, répété à l'infini, elle médite sur ce que c'est qu'habiter un corps quand l'âme cherche une issue. Elle médite, sans le dire, sur ce que c'est qu'être humaine dans un monde qui ne pardonne pas à la patience. Chaque matin se lève avec la même lumière. Les ombres des colonnes s'étirent sur le sol de marbre comme les vers d'un poème ancien que personne ne lit plus. Les servantes répètent les gestes appris, la mer bat doucement les rochers, les prétendants bavardent déjà dans la cour, rien ne semble changer. Et pourtant, Pénélope, elle, ne revit jamais deux fois le même jour. Dans cette répétition apparente, elle cherche une nuance. Elle ne résiste pas au retour du même, elle l'interroge, elle le traverse avec une attention précise, presque philosophique, comme si, à force de regarder, de sentir, de peser, elle pouvait révéler quelque chose d'essentiel, un secret du réel que seule l'immobilité sait faire remonter. Elle se dit: si le monde refuse de bouger, alors je bougerai en lui, par le dedans. Chaque jour devient une variation sur un thème silencieux. L'humeur d'une servante, le vol d'un oiseau, une tache de lumière différente sur le mur. Elle perçoit tout, non pour se distraire, mais pour habiter l'instant, pour lui donner une densité. Elle ne veut pas survivre à l'attente, elle veut en faire une matière de conscience. Le tissage, l'écoute, le silence, les pas mesurés,
tout devient pensée en mouvement, et cette pensée, elle ne l'écrit pas, elle la tisse en elle, elle la porte dans ses os, dans ses regards, dans la lenteur noble de ses gestes. Car ce que le monde croit monotone peut devenir, pour qui sait voir, un espace de transformation profonde. Elle ne cherche pas l'événement, elle cherche le sens qui se loge dans l'ordinaire. Et dans cette quête-là, mystique et sans oracle, elle va à sa propre rencontre, dans son propre temple. Elle transforme la répétition en conscience, elle transforme la durée en présence. Et si un jour Ulysse revenait, il ne retrouverait pas la même femme, il trouverait celle qui, dans l'apparente immobilité, a su creuser un monde intérieur plus vaste que n'importe quelle mer. C'est une question qu'elle n'ose formuler à voix haute, mais qui revient, discrète et entêtante, comme un refrain intérieur. Chaque fois qu'elle s'autorise à penser à lui, non au souvenir figé, mais à l'homme réel, quelque part sur la mer ou sur une terre étrangère, une brume de doute se lève. Reviendra-t-il? Et surtout, reviendra-t-il encore lui-même? 20 ans sont passés, 20 ans de guerre, d'errance, de perte, de fable. Elle le sait, même si les nouvelles sont rares, même si les dieux se taisent, aucun homme ne traverse le monde sans que le monde ne le traverse aussi et le transforme. Et elle se demande parfois si l'homme qu'elle a aimé, l'homme qu'elle a attendu, existe encore, existe ailleurs, encore ailleurs que dans sa mémoire. Ce n'est pas qu'elle doute de son amour, mais elle sait qu'un visage peut changer, qu'une voix peut durcir, qu'un regard peut se détourner. Et elle, que restera-t-il d'elle après toutes ces années? Elle s'est affinée dans la patience, creusée dans le silence, façonnée par l'épreuve du quotidien. Elle a vieilli, oui, mais pas seulement dans la chair, dans les pensées, dans la lucidité. Elle n'est plus celle qui l'a quittée. Alors elle pense, si deux êtres changent séparément, peuvent-ils encore s'aimer ensemble? Il y a dans cette question quelque chose de plus vaste que le destin d'un couple. Elle y sent la vérité des liens humains, leur fragilité, leur nécessité, leur mystère. Aimer, ce n'est pas retenir, ce n'est pas conserver intact. Aimer, peut-être, c'est avoir le courage de rencontrer l'autre à nouveau et de le laisser nous rencontrer, nous aussi, au-delà du passé. Pénélope ne nourrit pas l'illusion du retour parfait. Elle ne veut pas retrouver un Ulysse d'hier. Elle voudrait, si un jour il revient, que ce soit un homme debout, portant les traces de ses voyages, avec lesquels elle pourrait tisser une nouvelle présence, non une répétition, mais une reconnaissance. Et si cela n'arrive pas, si l'homme qui revient ne sait plus qui elle est, ou ne veut plus de ce qu'ils ont été, alors elle saura au fond d'elle
qu'elle ne l'attendait pas pour le retrouver, elle l'attendait pour se tenir devant lui telle qu'elle est devenue. Il y a des soirs où l'absence devient si vaste qu'elle ne fait plus mal, elle devient un paysage, une présence inversée, un creux habité. Dans ces instants-là, Pénélope se surprend à penser autrement, non plus en fonction d'un retour, mais dans l'hypothèse douce et terrible d'un non-retour. Et dans ce glissement subtil, une pensée s'insinue. Peut-on aimer un homme qui ne reviendra jamais? Non pas l'aimer malgré son absence, mais par son absence. Aimer comme on attend, comme on déploie quelque chose en soi. Ulysse, au fil des années, est devenu plus qu'un époux, plus qu'un roi. Il est devenu une ligne intérieure, une forme de fidélité à un élan premier, celui d'un amour entier, sans marchandage, sans crainte. Et si cet homme, quelque part, était mort depuis longtemps, ou s'il vivait, mais oublieux, changé, lointain, l'amour, pense-t-elle, ne serait pas détruit pour autant. Elle se dit: ce que j'ai aimé, je le porte. Ce que j'ai choisi, je le continue. Ce qu'il a semé, je le fais fleurir en moi, même sans lui. Ce n'est pas de l'illusion ni de l'aveuglement, c'est une forme d'amour qui a quitté le besoin pour devenir fidélité à une vérité intime. Comme on aime un poème qu'on ne relira jamais, ou un paysage vu une seule fois, mais qui a changé le regard pour toujours. Et parfois, elle imagine qu'un autre homme aurait pu naître dans ce vide, un homme qu'elle n'a pas croisé ou qu'elle n'a pas laissé entrer, non pas pour remplacer, mais pour raisonner autrement. Elle ne referme pas cette pensée, elle ne s'y attarde pas non plus, elle l'effleure, comme on effleure un rêve au bord du sommeil. Ce n'est pas l'homme qu'elle attend, au fond, c'est la justesse. Elle pourrait aimer un homme, même invisible, même absent, pourvu que cet amour reste fidèle à ce qu'elle est devenue. Ainsi, Pénélope n'attache pas son amour à un corps, ni à un visage, elle l'attache à une manière d'être au monde, exigeante, lente, sincère. Et dans cette exigence, elle comprend que parfois, l'amour le plus grand est celui qui n'attend rien. Chaque jour, dans la grande salle, se rejoue un théâtre connu. Les prétendants avancent leurs pièces, comme dans une partie d'échecs mal déguisée. Alliances discrètes, flatteries habillées de soie, gestes de force savamment dosés, chacun observe l'autre, calcule, séduit, menace à demi-mot. La cour devient arène et l'arène devient piège. Mais Pénélope, elle, ne joue pas. Elle n'avance aucun pion. Elle ne riposte jamais. Elle reste en marge. Et pourtant, tout tourne autour d'elle. Les hommes la croient naïve. Ils pensent que son silence est ignorance, que sa douceur est faiblesse. Ils s'imaginent qu'elle attend, passive, qu'un d'eux prenne la place d'Ulysse, qu'un d'eux la délivre de cette attente qu'ils jugent trop longue. Mais elle,
dans le silence, elle voit tout. Elle connaît les dynasties, les rancunes anciennes, les espoirs de pouvoir. Elle sait ce que chaque prétendant veut, non d'elle mais du trône. Elle perçoit les rivalités étouffées, les humiliations d'enfance qui fermentent sous les sourires. Et elle choisit de ne pas répondre, non par peur mais par lucidité. Elle a compris que répondre, ce serait entrer dans leur logique, jouer selon leurs règles, se débattre dans une structure qui n'a pas été faite pour elle. Et cela, elle le refuse. Elle pense, le pouvoir que je détiens, ils ne peuvent ni le voir, ni le prendre, car il ne tient pas dans une place, il tient dans un regard. Elle ne veut pas dominer ni manipuler, elle veut tenir son intégrité, tenir son éthique, tenir sa parole silencieuse. Et cette tenue-là, cette stabilité calme, fait trembler plus que toutes les démonstrations de force. Elle est la seule à ne pas chercher à gagner. Et c'est pourquoi, à terme, elle est la seule à ne pas perdre. Il y a une grandeur dans son retrait, une sagesse dans sa retenue. Elle refuse les joutes, mais elle en comprend les règles. Elle ne les méprise pas, elle les dépasse. Et dans ce dépassement silencieux, elle invente une autre forme de puissance, celle qui ne s'impose pas, celle qui transforme en profondeur. Ils arrivent avec leurs bijoux, leurs paroles bien tournées, leurs gestes de seigneurs. Certains ont conquis des cités, d'autres héritent de lignées puissantes. Tous se croient dignes d'elle, ou du moins du trône qu'elle occupe encore. Ils la regardent comme une chose rare, certes, mais accessible, comme un trésor oublié qu'il suffirait de réclamer avec assez d'audace. Pénélope les reçoit sans colère. Elle les écoute, comme on écoute une pluie prévisible frapper le toit. Elle ne nie pas leur beauté ni leur bravoure passée, mais ce qu'elle perçoit surtout dans chacun d'eux, c'est l'incapacité à douter, l'arrogance polie ou brutale, toujours là, enracinée sous les mots. Ils parlent de mérite, d'honneur, de légitimité, jamais de questions, jamais de fragilité, jamais de ce qu'ils ignorent, et c'est cela précisément qui l'éloigne d'eux. Elle pense, ils veulent gouverner des hommes, mais ils ne savent pas encore se gouverner eux-mêmes. Alors elle les observe, non comme des menaces, mais comme des miroirs. Chacun d'eux lui enseigne quelque chose sur la précipitation, sur le désir d'appropriation, sur l'illusion de la conquête. Elle ne les méprise pas, elle les regarde avec une distance douce qu'on réserve aux enfants trop fiers. Certains tentent de la séduire par les mots, d'autres par la force, d'autres encore par la pitié. Elle ne se laisse jamais emporter, non parce qu'elle est de marbre, mais parce qu'elle a appris à reconnaître les gestes qui viennent du manque, non de l'âme. Ulysse, elle s'en souvient, doutait. Il hésitait, il mentait parfois, mais ses mensonges étaient des formes de prudence. Il n'était pas parfait, mais il cherchait, et c'est cela qu'elle attend, peut-être, non pas la puissance, mais l'intelligence vivante. Une âme qui s'interroge,
un regard qui voit aussi ce qu'il ne comprend pas. Alors elle les laisse parler, festoyer, s'enliser dans les certitudes. Elle n'enseigne rien, elle se contente d'être là, en retrait, avec sa pensée libre et son silence éclairé. Et dans ce silence, elle apprend elle aussi. Chaque prétendant, à sa manière, affine son propre discernement. Chaque tentative d'intimidation affine sa paix intérieure. Parmi les femmes de son époque, nombreuses sont celles qui adressent prières, offrandes et suppliques aux dieux. Leurs voix s'élèvent dans les temples, leurs mains déposent des figues et du miel, leurs genoux se plient dans la poussière sacrée. On leur a appris que le divin pouvait fléchir, se laisser amadouer, changer le destin par faveur. Mais Pénélope ne prie pas. Ce n'est pas qu'elle renie les dieux, elle laissait là, présent dans les vents et les songes, dans les signes obscurs et les hasards étranges. Mais elle a compris, dans le silence des années, que les dieux n'aident pas ceux qui attendent. Ils regardent, ils observent, impassibles, ce que les mortels font de leur liberté. Elle a vu trop de fois la justice tourner sous leurs yeux sans qu'ils interviennent. Elle a vu Ulysse partir, ses mains pleines d'honneur et ne jamais revenir. Elle a vu des hommes bons mourir et des arrogants prospérer. Et elle s'est dit, s'ils existent, ils jouent à un autre jeu que le nôtre. Alors elle ne les appelle pas. Elle a fait le choix de ne rien demander qu'elle ne puisse d'abord construire elle-même. C'est un renoncement peut-être, c'est aussi une forme de souveraineté. En refusant la prière, elle affirme que sa dignité ne dépend d'aucun caprice céleste. Elle ne veut pas d'un bonheur octroyé, elle veut un sens façonné. Elle pense, si je dois être secourue, que ce soit par mes propres gestes, si je dois être abandonnée, que ce soit avec les yeux ouverts. Et parfois elle sent leur regard sur elle, ce regard ancien, froid, presque amusé, comme si Athéna ou Héra ou un dieu sans nom la contemplait à distance, non par cruauté, mais par curiosité. Jusqu'où ira-t-elle? Quelle forme d'humaine inventera-t-elle sous la pression du temps? Elle n'attend pas du miracle, elle ne croit pas aux oracles, elle croit à la conscience, et dans ce choix radical de ne pas s'en remettre au Dieu, elle atteint une autre forme de sacré, un sacré sans temple, sans offrande, un sacré incarné dans la pensée vivante. La nuit est tombée sur le palais, tout est paisible, ou du moins semble l'être. Les prétendants dorment à demi, leurs corps lourds affaissés sur les banquettes. Les torches expirent lentement, une brise glisse sur les pierres, et dans cette brise Pénélope écoute. Ce n'est pas le silence qu'elle cherche, mais le vent d'Ithaque, venu de la mer, venu des hauteurs, ce souffle ancien qu'elle reconnaîtrait entre mille. Il n'est jamais exactement le même, parfois doux et salé, parfois sec et cinglant, parfois presque absent. Mais il est là, il passe, il parle sans mots. Quand elle ferme les yeux,
Ce n'est pas pour fuir le monde, mais pour l'entendre mieux. Elle s'allonge dans sa chambre vide, là où l'odeur du bois ancien lui rappelle les jours heureux, et elle laisse le vent traverser ses pensées. Elle imagine Ulysse, non comme il était, mais comme il devient. Quel visage porte-t-il désormais? Quel poids s'est ajouté à sa démarche? Quel rêve hante-t-il loin d'elle? Et surtout, que reste-t-il en lui de l'homme qu'elle a aimé? Mais elle ne cherche pas de réponse. Elle sait que les questions parfois sont plus vivantes que les certitudes. Alors elle s'abandonne au souffle du vent, comme on s'abandonne à une voix familière qu'on ne comprend pas toujours. Elle se dit que ce vent, peut-être, est ce qu'il y a de plus fidèle. Il va, il revient, il caresse les murs, traverse les draps, effleure les paupières. Il ne promet rien, ne jure rien, mais il est là. Il a appris à vivre avec ce souffle, elle a appris à vivre avec ce souffle-là, un souffle qui ne comble pas, mais qui accompagne. Et dans cette écoute nocturne, elle sent que son âme est encore en mouvement, non vers un but, mais vers une manière d'être au monde, où l'absence elle-même devient une forme de lien. Elle ne possède pas Ulysse, ni même son souvenir, mais elle possède cette capacité étrange à ressentir ce qui est loin, à faire de l'attente un espace habité. Et le vent d'Ithaque, chaque nuit, vient lui rappeler cela. Il est là, un mendiant usé, aux mains crevassées, aux épaules voûtées par le poids du monde, un homme que personne ne reconnaît, pas même les plus fidèles serviteurs, pas même Télémaque, son propre fils. Et c'est ainsi qu'il entre, vêtu d'ombre et de ruse, dans la demeure qu'il a quittée depuis si longtemps. Pénélope le voit, elle le regarde, elle entend sa voix grave, son accent presque intact. Elle observe la manière dont il se tient, dont il évite les regards trop longs. Elle note la précision de ses silences, et quelque chose en elle vacille. Est-ce lui? Ou bien un autre que le sort lui envoie pour troubler son attente? Elle ne le sait pas tout de suite, mais elle sent, dans l'air même, que quelque chose a changé. Ulysse ne revient pas en héros, il revient en homme, un homme marqué, ridé, méfiant, silencieux comme elle. Il ne réclame rien, il jauge, il s'avance à pas lents, comme s'il doutait de pouvoir encore habiter cette maison, encore moins ce cœur. Et elle, Pénélope, ne court pas vers lui, elle ne s'effondre pas, elle ne l'embrasse pas, elle attend. Elle attend de savoir, elle attend qu'il se dévoile, non par des mots, mais par quelque chose de plus ancien, un geste, un souvenir qu'il est seul à pouvoir nommer. Elle pense, l'amour que j'ai porté ne mérite pas d'être offert au premier venu, même s'il porte son visage. Car il ne s'agit pas de retrouver Ulysse, il s'agit de reconnaître, de savoir si ce visage nouveau abrite encore la flamme ancienne, si derrière l'usure reste la vérité,
si après tant d'errance demeure encore une part de ce regard qui l'avait choisi. Elle sait que le temps transforme, que chacun d'eux a vécu, souffert, changé. Elle ne cherche pas à retrouver ce qui fut. Elle veut rencontrer à nouveau. Et dans cette rencontre, il faudra passer l'épreuve, car l'amour ne revient pas par magie, il se retisse. Elle aurait pu céder à l'émotion, se jeter dans ses bras, laisser les années d'attente se dissoudre en larmes. Mais ce n'est pas une tragédie qu'elle joue, c'est une vérité qu'elle cherche. Et la vérité, elle le sait, ne se reconnaît pas au premier regard. Elle se révèle lentement, en profondeur, par l'épreuve. Alors, elle tisse une dernière ruse. Elle annonce un concours. L'arc d'Ulysse sera tendu, et seul celui qui y parviendra pourra prétendre à sa main. Tous rient et tous échouent. L'étranger, lui, ne rit pas, il sait. Et dans ce silence précis, elle entend le passé affleurer. Mais ce n'est pas l'épreuve de l'arc qui compte pour elle, c'est celui d'un détail oublié du monde, leur lit, un lit enraciné dans le tronc d'un olivier vivant, sculpté par les mains d'Ulysse lui-même, un lit qu'on ne peut déplacer sans le détruire, un lit que nul autre qu'eux ne connaît véritablement. Alors, après le tumulte, elle feint l'indifférence. Elle dit qu'on déplacera le lit nuptial dans une autre chambre, et il répond, il s'emporte même. Ce lit ne peut être bougé, ce lit est vivant, ce lit est eux. C'est là qu'elle le reconnaît, non à sa force, non à sa ruse, mais à cette mémoire charnelle, enracinée, précise, à ce savoir intime du détail, à ce respect du lit ancien, planté dans la matière comme dans l'âme. Ce n'était pas une vengeance, non. Elle n'a jamais voulu le punir. Elle a voulu s'assurer que l'homme, devant elle, n'était pas seulement revenu, mais revenu habiter de leur passé commun, revenu porteur du même centre. Car aimer ne suffit pas. Il faut aussi se retrouver à la même profondeur. Et quand elle voit l'émotion le traverser, quand elle voit que lui aussi, malgré les années, a porté ce lit comme une vérité silencieuse, elle comprend. Ils sont deux survivants, deux êtres séparés par le monde, mais rejoints par la fidélité du cœur et du souvenir. Elle dit son nom, non pas avec emphase, non pas comme on revendique, mais comme on revient. Pénélope. Un nom simple, posé dans l'air, comme une main tendue. Et ce nom, après tant d'années, tant de songes et de doutes, ne l'affiche pas. Il l'ouvre. Elle l'entend, non comme un appel, mais comme une reconnaissance. Non de ce qu'elle fut, mais de ce qu'elle est devenue. Elle le regarde, non comme on regarde un héros revenu, mais comme on regarde un être humain, ni sauveur, ni roi, juste un homme debout qui a traversé le monde et qui, malgré les naufrages,
a su garder en lui le noyau intact de leur lien. Elle ne s'effondre pas dans ses bras, elle s'ancre à ses côtés. Car ce qu'il se donne à cet instant n'est pas la chaleur d'un corps retrouvé, c'est la pleine conscience d'avoir tenu, chacun de leur côté du monde, d'avoir vécu sans se renier, d'avoir souffert sans se corrompre, d'avoir aimé sans posséder. Le temps ne les a pas abîmés, il les a éprouvés, polis, révélés. Ils ne, la re- ils ne reprennent pas exactement là où ils s'étaient quittés, ils ne reconstituent pas l'ancien amour, ils en créent un nouveau, plus grave, plus nu, fait de lenteur, de reconnaissance, de silence partagé. Et dans ce silence, tout prend sens. Elle comprend que l'attente n'était pas une épreuve entre deux absences, c'est une traversée vers soi, une lente et patiente construction intérieure. Elle n'attendait pas un homme, elle attendait un moment où elle pourrait se reconnaître pleinement dans le regard de l'autre, sans se perdre. Et lui, revenu sans triomphe, voit en elle non l'image figée d'un passé idéalisé, mais la présence réelle d'une femme qui a su faire du manque un royaume. Alors, il ne pleure pas, il ne parle pas longuement, il se regarde simplement, et dans ce regard, il n'y a pas seulement de l'amour, il y a du respect, de la gratitude, et cette étrange forme de paix qu'on trouve au sommet des montagnes, pas dans le cri d'arrivée, mais dans le souffle qui suit. Et voilà, Pénélope a attendu, mais pas comme on attend les bras croisés, elle a tenu, pensé, tissé, défait, résisté. Et quand Ulysse est revenu, ce n'était pas l'amour d'avant qu'elle retrouvait, c'était un amour rendu digne par le temps. Si cette légende vous a touché, si elle a nourri une pensée, éveillé une émotion, ou simplement accompagné un moment de calme, vous pouvez soutenir cette aventure en likant, en commentant, en partageant, et bien sûr en vous abonnant. Nous approchons les 1000 abonnés, un petit cap, mais une grande étape pour pouvoir supprimer la publicité et préserver cet espace doux, sans interruption ni agitation. Merci du fond du cœur à vous qui revenez chaque semaine et bienvenue à celles et ceux qui viennent de découvrir cette voix. À dimanche prochain pour une nouvelle légende. À bientôt.